Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Monde Multipolaire, la chaîne qui vous présente les faits tels qu'ils sont sans vous dicter quoi en penser. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la dernière vidéo d'Andrei Martianov, publiée ce 7 juin 2020, un dimanche. Et je dois vous dire, le timing est saisissant. Parce que pendant que Martianov filmait cette vidéo en faisant son bilan hebdomadaire, le monde était littéralement en train de basculer sur plusieurs fronts simultanément. Avant de lancer la vidéo, je veux vous donner le contexte des dernières 24 heures, parce que sans ce contexte, vous passerez à côté de l'essentiel de ce que dit Martianov. Premier point, et celui-là est fondamental. Dans la nuit du 6 au 7 juin, les gardiens de la révolution iranienne ont frappé la base aérienne Ali Al-Salem au Koweït et le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn. L'Iran a tiré 7 missiles contre le Koweït et Bahreïn, et 6 d'entre eux ont été interceptés, le dernier n'ayant pas atteint sa cible, selon l'armée américaine elle-même. Voilà ce que ça signifie concrètement. L'Iran frappe directement les bases d'où se commandent les opérations navales américaines dans le Golfe Persique. C'est une escalade majeure, et le narratif occidental essaie de la minimiser. Mais rappelons-nous ce que dit Martianov depuis des mois. Les États-Unis ont subi une défaite militaire humiliante face à l'Iran. Ce que nous voyons là, c'est la confirmation que cette humiliation n'est pas terminée. Deuxième point concernant le théâtre ukrainien, Konstantinovka est en train de tomber. Pas vraisemblablement, pas dans un avenir lointain, mais maintenant. De violents combats se poursuivent à Konstantinovka avec d'intenses tirs d'artillerie, d'avions et de drones, et les troupes russes poursuivent leur offensive en pénétrant dans de nouveaux secteurs de la ville. Et pendant ce temps, à Londres, on voit Zelensky qui mendie une rencontre avec Poutine. Le 7 juin, Zelensky a rencontré à Londres les dirigeants français, britanniques et allemands, et ils ont dit soutenir sa proposition d'un dialogue direct entre l'Ukraine et la Russie. Poutine a répondu clairement, et Martianov va vous expliquer exactement ce que cette réponse signifie. Troisième point, et là, je veux m'arrêter un moment pour vous donner une encre historique que beaucoup de chaînes n'oseront pas mentionner. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence directe d'une série de décisions prises depuis des décennies. Quand les États-Unis ont retiré unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, ils croyaient étrangler la République islamique. Résultat, l'Iran a considérablement avancé dans ses capacités balistiques et aujourd'hui ces mêmes missiles frappent les installations de la 5e flotte. La riposte iranienne s'est manifestée par le lancement de centaines de drones et de missiles balistiques non seulement vers Israël, mais aussi vers les bases militaires américaines dans le Golfe Persique, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, notamment le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn, directement visé. C'est la démonstration que la stratégie de pression maximale ne fonctionne pas face à un État qui a choisi la résistance. La doctrine Mearsheimer, celle du réalisme offensif, nous dit une chose simple. Les grandes puissances maximisent leur sécurité par la puissance relative, pas par la morale. L'Iran, la Russie, la Chine, ces États n'agissent pas par idéologie. Ils agissent parce que la logique de la survie dans un système anarchique international l'exige, et quand vous comprenez ça, tout ce que Martianov va vous décrire dans les prochaines minutes devient limpide. Alors, on lance la vidéo, restez attentifs, parce qu'à la fin, je vais revenir sur plusieurs points que Martianov soulève, notamment cette question de la marine occidentale qui, selon moi, illustre parfaitement l'effondrement structurel du modèle hégémonique. C'est parti.
Eh bien, bonjour, c'est moi encore. Nous sommes le 7 juin 2026. C'est dimanche et ça méritait de faire un, comment dire, un résumé, si vous voulez, des événements qui se déroulent aux quatre coins du monde. Ils se sont toujours pas arrêtés. Ils n'ont pas cessé de se produire. Mais que dire? Commençons par quelque chose que vous pouvez voir par vous-même. L'opération militaire spéciale se poursuit et l'élimination des derniers restes, par exemple de ces troupes, les forces armées ukrainiennes à Konstantinovka, si vous regardez la carte, vous verrez immédiatement ce qui se passe. Et aujourd'hui, je commence, comme vous pouvez le constater, à partir de la ligne de contact de combat de l'opération militaire spéciale. Et eux, la voici. C'est évidemment une esquisse approximative de ce qui se passe là. Bas, un chaudron complet. Les Russes, comme ils le font habituellement, auraient dit « D'accord, on ne veut pas vous tuer là-dedans ». Il y aurait autour de 3000 hommes, vraisemblablement davantage, à l'intérieur de ce chaudron, et ils auraient dit « Oui, on peut vous laisser partir, mais vous abandonnez tout ». Bon, on verra si c'est le cas. On ne sait pas encore. Donc si vous regardez Konstantinovka, ce qui se passe, oui, c'est une autre carte qui vous montre ce qui se passe à Konstantinovka et pourquoi le sort de cette ville est fondamentalement scellé. Et oui, ne regardez pas ce village drôle. Si vous pouvez regarder la ligne rouge pointillée la plus haute, vous voyez le village qui s'appelle Smerdianki. Oui, ça ne sonne sûrement pas comme ça en ukrainien, c'est vraisemblablement Smerdianki, mais oui, c'est un nom amusant de village. Mais comme vous pouvez le voir, Konstantinovka est fondamentalement encerclée et il n'y a rien qui puisse faire. Il n'y a pas vraiment de force pour la dégager, et peu importe ce qu'ils feront là, bah, c'est tout simplement pas bon. Voici une autre représentation de Konstantinovka, où, comme vous pouvez le voir maintenant, le chaudron est fermé. Et ils ont, comme je l'ai déjà indiqué, selon différentes estimations, et compte tenu du fait que ces brigades ukrainiennes ne sont vraiment pas ce qu'est une équipe de combat de brigade classique, ce qui représente autour de 4500 à 5000 hommes, parce qu'elles ont évidemment subi de très nombreuses pertes. Selon différentes estimations, c'est autour de 3000 hommes. Et comme vous pouvez le voir, le nettoyage de Konstantinovka se poursuit sans interruption et au point que, voilà ce que vous devez comprendre, il suffit parfois d'un seul Stormtrooper russe, en raison du niveau extrêmement élevé d'entraînement, au combat et d'expérience, pour en éliminer 2, 3, parfois même 5 des troupes ukrainiennes. Et peu importe ce qu'ils font, vous devez comprendre que la plupart d'entre eux sont de la chair à canon, même les unités dites d'élite des forces armées ukrainiennes. Ils ne font généralement pas le poids et ils sont éliminés, soit par contact direct au sol par les Stormtroopers russes, soit toutes sortes de choses désagréables leur tombent dessus et les tuent. Les Russes disposent d'un arsenal d'armes intelligentes, haute précision, extrêmement avancé. En fait, c'est le plus grand et le plus sophistiqué du monde. Je déteste utiliser ce terme idyllique de sophistiqué, mais ce sont effectivement des systèmes d'armes très sophistiqués et ils sont désormais contrôlés par le dernier système russe de gestion de l'information et de la bataille au niveau tactique. Pas seulement tactique, c'est maintenant au niveau tactique opérationnel et en train de passer au niveau stratégique. Ce système s'appelle SWAD et il a déjà été testé depuis 2024 dans différents types de formations. Jusqu'à 40 brigades ont eu l'expérience avec lui. C'est un système de gestion du combat entièrement net-centrique, une topologie très complexe et selon différentes estimations, aucun autre pays, si vous voulez, aucun ennemi n'a quoi que ce soit de comparable en termes de capacité de fusion des données et des capteurs. Et oui, il a maintenant été entièrement approuvé et est en production en série. Et oui, tout se fait pour l'essentiel sur ces tablettes et ils ont la capacité de refléter tous les capteurs possibles de la défense aérienne aux troupes au sol, en passant par la marine et ainsi de suite. Et tout commence au niveau de l'escouade. C'est une réalisation extraordinaire compte tenu du fait qu'il est utilisé dans un vrai combat, ce qui signifie qu'il est testé
au combat, et les Russes disent que oui, c'est plutôt bien. Et cela nous ramène aussi un peu au vieux système que l'Union soviétique était en train de développer. Les Russes et les Soviétiques, si vous voulez, avaient un niveau très avancé en termes de pas de puissance de calcul. Les États-Unis menaient le monde en puissance de calcul, là il n'y a aucun doute, mais l'Union soviétique avait ses propres capacités de calcul très avancées, pas forcément aussi rapides et aussi puissantes, mais suffisamment bonnes pour fonctionner, car ce système a d'abord été utilisé lors des grandes manœuvres militaires Zapata de 1981, et le système s'appelait manœuvre. C'est pour les gens qui ont vraiment étudié l'armée soviétique, pas d'après Tom Clancy et pas d'après tous ces gens qui sortent du Pentagone en disant « Oh oui, on est les meilleurs ». Et vous sauriez vraisemblablement que la marine soviétique fonctionnait en mode entièrement numérique depuis les années 1970 et elle était contrôlée par des systèmes de gestion du combat de toutes sortes. Certains avaient été initialement utilisés dès les années 1950 et bien sûr ils étaient analogiques. Oui, je me souviens que des gens m'avaient corrigé, des systèmes analogiques à tube à vide, puis ils sont devenus à semi-conducteurs et au moment où la deuxième génération de sous-marins soviétiques est apparue, c'était du semi-conducteur très avancé, ce qu'on appelle le système d'information et de contrôle de combat, et ils étaient assez avancés pour le spectre des tâches qu'ils résolvaient. Ce n'était donc pas quelque chose du genre « Oh mon Dieu, vous savez, c'est primitif, cette horde asiatique de Russes qui ont soudainement des capacités de calcul. » Ils les utilisaient déjà dans de vastes exercices militaires dès les années 1970 et 1980. Aujourd'hui, c'est évidemment un système extrêmement avancé et ça vous aide aussi à comprendre pourquoi, par exemple, ces 40 brigades russes et non pas ukrainiennes, qui ont au mieux une certaine consistance, ce système s'est vraisemblablement révélé très bon et donc oui, il est en production en série. Et maintenant, les Russes sont une force entièrement net-centrique sous tous les aspects de leur activité de combat, de l'espace aux forces aériennes, en passant par ce que vous voulez. Donc, on va continuer et regarder aussi ce qui se passe, par exemple, dans l'oblast de Kharkiv, dans cette zone, Chianka. Comme vous pouvez le voir à gauche, le groupe nord russe. Le groupe de troupes nord a libéré Chianka à Kharkiv. Comme vous pouvez le voir, les Russes sont, et c'est seulement une partie, quelque part autour de, si vous regardez la zone de Kupiansk, les Russes sont déjà profondément dans Kharkiv, jusqu'à 30 km et plus. Et je vous ai montré la dernière fois, quand j'avais fait cette vidéo, appelée « Les cartes », précisément où se développe la géographie de cette zone tampon. Et comme il l'a été indiqué précédemment, il y a eu un ordre officiel des soi-disant autorités de Kiev concernant l'évacuation obligatoire de 7 nouvelles villes qui ne sont pas loin de Kharkiv. Donc, Konstantinovka, comme déjà dit, c'est une affaire réglée et c'est juste une question de temps, vraisemblablement pas très long. Donc, nous devons garder à l'esprit que si vous regardez le bilan d'hier, c'est ce que nous avons, un chiffre assez standard, si vous voulez, pour les pertes quotidiennes, c'est autour de 1275 victimes tuées pour la plupart, certaines blessées, et vous pouvez facilement multiplier ce chiffre par 2. Cela vous explique aussi pourquoi, j'en discutais et je vous en parlais depuis de nombreuses années maintenant, que oui, cette multiplication par 2 inclut aussi les victimes qui se trouvent dans l'arrière tactique et l'arrière opérationnel, que les Russes ne comptent même pas dans leurs briefings et leurs informations quotidiennes sur la dynamique de l'opération militaire spéciale. Comme vous pouvez le voir, 911 drones ont été interceptés par les Russes, abattus. Ils ont quand même réussi à en faire passer quelques-uns. L'un a frappé le pont sur l'un des postes de contrôle en Crimée, et l'autre a tué une famille, et oui, des enfants. Donc, voilà ce qu'ils font. Et comme vous pouvez le voir, ce que je veux dire, c'est ce que le Royaume-Uni méritait. Monsieur
Zelensky a eu la grâce de les visiter en allant à Londres encore une fois, comme si ça allait changer quoi que ce soit. Et je vais vous expliquer aujourd'hui. Il semblerait que, je dirais que ce dont je vais vous parler n'est en apparence pas lié, mais ça l'est. Tout est fondamentalement connecté et c'est un processus interconnecté, pour ainsi dire. Et quand vous regardez le Royaume-Uni, voilà, c'est leur niveau. Il y a quelques clowns qui est, vous savez, un criminel de guerre. Et oui, c'est ce que le Royaume-Uni espère, vous savez, réaliser en contrôlant et en essayant de pousser Zelensky à faire davantage. Alors qu'il y a maintenant évidemment toutes sortes d'écoles de pensée concernant cette lettre arrogante et fondamentalement pathétique, dans le même temps, de Zelensky qui exigeait de Poutine une rencontre, et évidemment, M. Abramovich est effectivement allé à Kiev à l'invitation de Zelensky lui-même, et Zelensky suppliait en réalité Poutine de le rencontrer. Donc non, vous avez déjà vu vous-même ce que Poutine a déclaré, et c'était la fameuse citation, les fameuses paroles du héros de Russie, Mamedov, qui a accompli un acte héroïque face à la mort avant d'être exécuté par les terroristes islamiques dans le Caucase. Travailler, frère, c'est une expression célèbre qui est désormais connue de tous les Russes, et voilà ce que Vladimir Poutine a déclaré en substance aux forces armées russes. Travaillez, frère, il n'y aura pas de négociation avec qui que ce soit. Et leur école de pensée, c'est que Zelensky n'est plus contrôlable, même par ses manipulateurs de MI6 et du 10 Downing Street. Il est complètement livré à lui-même, d'abord parce qu'il n'est pas mentalement normal, il n'est pas mentalement équilibré, et deuxièmement, que peuvent-ils faire que peut faire Londres? Vous savez, il voulait que Zelensky demande à Poutine une sorte de rencontre. Maintenant, ils ont cet imbécile de la Finlande qui dit que oui, il faut commencer à parler à la Russie. C'est tout un stratagème. Toute personne ayant un minimum de discernement sait que c'est un stratagème parce que l'Europe est désespérée. Et comme Sergueï Lavrov l'a déclaré à juste titre il y a quelques jours, c'est une tranche coupée. Il n'y a personne à qui parler en Europe et il n'y aura pas de négociation avec l'Europe. Donc le camp ukrainien essaie bien sûr de maintenir une sorte de contact avec la Russie, y compris via des canaux fermés comme par exemple M. Abramovich, dont il est devenu clair qu'il est celui qui a été invité par le régime Zelensky à Kiev. Mais il n'y aura pas de négociation avec les nazis. Mais encore, les nazis à Londres, voilà ce qu'ils sont. Des criminels de guerre, des terroristes, des choses de cette nature. C'est leur niveau de communication via Zelensky pour leur obtenir un répit, pour leur obtenir une fenêtre, pour se regrouper, comme ils pensent. D'abord, vous devez comprendre que les élites européennes sont stupides comme des souches et quand vous pensez qu'elles ont un plan, elles n'en ont pas. Ce ne sont pas des gens compétents pour avoir le moindre plan. La seule chose qu'elles savent faire, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, c'est que quand vous regardez attentivement, par exemple, l'état du Royaume-Uni, ou l'état économique de l'Allemagne, où maintenant ils emprisonnent des gens qui mettent, disons, des commentaires peu flatteurs sur Facebook à propos de Friedrich Merz, nous avons l'état totalitaire des nazis qui sont maintenant enveloppés dans cette rhétorique libérale, ce qui signifie pseudo-libéral. Et voilà ce qui se passe, et donc quand vous regardez tout ça attentivement, ils ont désespérément besoin de ce répit. Le problème, c'est que même si ce répit leur était accordé par les Russes pour, disons, 6 mois, ce qu'allaient-ils faire? Ils ne peuvent pas restaurer leur industrie, ils ne peuvent pas renforcer un vrai complexe militaro-industriel parce qu'ils n'ont pas de vrai R&D sérieux dans ce domaine pour seulement rattraper la génération précédente d'armes et d'autres systèmes par rapport à ce que la Russie déploie maintenant et ce vers quoi elle progresse sans cesse. Les États-Unis n'ont pas ça non plus. Donc, et les États-Unis essaient de s'extraire d'une façon ou d'une autre de tout ce gâchis, en plus de la situation déjà humiliante pour les États-Unis de la défaite militaire face à l'Iran. Donc, que vont-ils faire? Ils ne savent pas.
Ils ont juste besoin d'un répit d'une façon ou d'une autre. C'est une mesure désespérée. Mais voilà le problème. Regardez attentivement. Oh mon Dieu. Et ça, c'est pas même à propos de fondamentalement du Royaume-Uni ou de l'armée britannique, qui n'est pas une armée. La Grande-Bretagne n'a pas d'armée. D'accord. Elle n'a plus de vrai corps d'officiers. Elle n'a plus rien. Donc, mais comme vous pouvez rire, voir par vous-même, oh mon Dieu, c'est le Sun, ou peu importe ce que c'est, ça n'a pas d'importance, le Sun, le Mirror, n'importe lequel, ils font tous fondamentalement du journalisme de bas étage, là, dans les médias britanniques, qu'il s'agisse du Times, de l'Economist ou peu importe. Donc, tout le monde est un meurt. Le porte-avions de la marine britannique HMS Prince of Wales, d'une valeur de 3,5 milliards de livres sterling, tombe en panne encore une fois, alors que des ministres se battent pour augmenter le budget de la défense. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était hier. Devinez quoi, je ne sais pas ce qui ne va pas avec ces deux porte-avions rires de la Royal Navy. Et encore une fois, ne vous méprenez pas, j'ai le plus profond respect pour la Royal Navy, pour son histoire, jusqu'à peu être les années 1990. Après ça, elle a commencé à se décomposer complètement, et maintenant, ce n'est plus qu'une ferraille absolue pour l'essentiel. Donc, si vous regardez, ils ont constamment des problèmes avec leurs arbres d'hélice principaux, d'accord et constamment, ils ont des problèmes d'équilibrage. Ils ont toutes sortes de problèmes avec les pièces de rechange, et devinez quoi? Oui, ce truc est encore tombé en panne et a été remorqué. Donc, oui, quoi qu'il se passe maintenant, en cale sèche, mais ils essayaient en réalité de partir pour des exercices navals de l'OTAN. Voilà la situation. Mais si ça n'était pas assez grave avec la Royal Navy, que dire? Nous avons le télégraphe. Et bon, vous savez, d'abord, pas le télégraphe. Allons d'abord au Daily Mail. Peu importe, la prostitution de Meghan Markle, les lingeries, voilà le niveau des journalistes britanniques. Mais ils disent que la flotte entière de sous-marins d'attaque du Royaume-Uni est inapte à la guerre et coincée au quai. Oui, comme vous pouvez le comprendre, la classe Astute, ce qu'on appelle les sous-marins multimissions ou sous-marins d'attaque, ce n'est pas un mauvais sous-marin. Ne vous méprenez pas. Mais bien sûr, comme vous pouvez le comprendre, quand la première coque de ce sous-marin est sortie, il y avait tellement de célébrations, ce qui est compréhensible, et ils l'ont tellement surestimé sans comprendre que c'est fondamentalement une plateforme correcte. C'est pas sa suite d'armes n'est pas si bonne. Donc nous avons maintenant le télégraphe et regardez ça. Regardez. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Donc d'abord il déclare il y a quelques jours, je veux dire le télégraphe et toute cette bande de déchets qu'on appelle les médias britanniques, que oh oui, la Royal Navy passe un tiers de son temps en déploiement à traquer les sous-marins russes. Ouais, bonne chance pour traquer quelque chose comme le sous-marin de classe Yasen. Mais d'accord, il le déclare, et vraisemblablement, il mente de toute façon. Donc, la flotte entière de sous-marins de la marine est hors service en attente de maintenance. Et regardez ce qu'ils disent. Et oui, ils sont obsédés par la Russie, parce que, vous savez, ils sont vaincus par elle. Et regardez ce bulldog, le bulldog russe. Ils essaient de se comparer aux Russes, mais ils ne sont même pas dans la même galaxie en termes de capacité militaire, sans parler de l'expérience militaire et de combat, et donc le Royaume-Uni semble impuissant. Pourquoi semble-t-il? Il l'est. Il est bon pour le terrorisme, la piraterie. C'est à peu près tout. Il n'est plus bon pour les opérations navales. Et ils ont l'air de vouloir regarder du côté de la Russie, alors que celle-ci renforce son activité navale dans les eaux britanniques, selon un ancien commandant. Donc d'abord, cet ancien commandant, peu importe qui il est plein, vous savez, d'excréments. Les Russes sont très avares, ils sont très prudents lorsqu'il s'agit de tout type d'opération, donc il n'y a pas d'eau britannique, il y a les eaux territoriales du Royaume-Uni, c'est toute une autre histoire. Est-ce que les Russes pénètrent dedans si nécessaire? Vraisemblablement oui, mais probablement pas. Mais ils opèrent dans, vous savez, comme n'importe quel autre sous-marin, y compris ce qui était autrefois le cas avec les sous-marins de la marine américaine, surtout dans les années 1990.
quand rire les restes de la marine soviétique étaient en réalité fermés dans les bases navales. Ils s'approcheraient très près des bases navales russes, y compris à l'intérieur des eaux territoriales. Donc, depuis lors, les choses ont un peu changé. Mais oui, vous pouvez facilement opérer dans la zone économique exclusive, ce ne sont pas des eaux territoriales, et c'est ce que font les sous-marins. Donc, ils le présentent constamment comme une sorte de violation de l'espace aérien, vous savez, de l'espace aérien du Royaume-Uni, alors qu'en réalité, ils entrent juste dans la zone de défense aérienne qui n'est pas l'espace aérien du Royaume-Uni. Ce qu'ils font en permanence en volant, euh, près de Sébastopol en Crimée, dans l'espace aérien international, la même chose ici. Mais ils sont tellement désespérés, ils sont tellement blessés dans leur orgueil, et j'apprécie vraiment ça. J'apprécie vraiment de voir ces amiraux et militaires britanniques qui tuent principalement des civils russes et, sous leur couverture, ont commis des atrocités à Koursk. Je n'en ai rien à faire. Qu'ils souffrent, qu'ils se tuent avec ça, parce qu'ils sont des gens absolument vils. Je veux dire qu'il n'y a pas fondamentalement d'honneur, d'intégrité et d'humanité chez ces gens, tous ces gars de MI6 qui sont maintenant traqués et qui seront tués pour ce qu'ils ont fait, y compris les actes terroristes contre des enfants russes. Donc voilà ce pourquoi ils sont doués. Ils ne sont pas doués pour faire la guerre. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais nous devons comprendre que le Royaume-Uni, à cet égard, c'est la même chose que les autres flottes de l'OTAN, à la petite exception de la Marine nationale de la France, qui est aussi pathétique par rapport aux capacités réelles de la marine russe. Et elles ne sont même pas dans la même ligue. Nous devons aller regarder le grand patron. Regardons la marine américaine. Et la marine américaine, comme vous le comprenez, ce n'est pas la Royal Navy. En fait, la Royal Navy n'est rien sans la marine américaine, parce que pratiquement tous les systèmes d'armes, à l'exception des torpilles, sont fabriqués par les Américains, qu'il s'agisse des missiles de croisière Tomahawk, sans parler des missiles balistiques Trident, dont le Royaume-Uni, depuis essentiellement 10 ans, n'arrive pas à les tirer correctement. Ils ont eu 2 occasions de les tirer. Les 2 ont en réalité échoué, ou les 2 tentatives ont échoué, et ils ont failli tuer leur propre ministre de la Défense. Mais voilà, voilà ce qui est devenu la Royal Navy. Et donc, si je regarde même la marine américaine et la force de sous-marins américaine, regardons, c'est une projection des différents think tanks et du service de recherche du Congrès. Et comme vous pouvez le voir, en termes de sous-marins, les États-Unis pour les années fiscales 23, 24, 25, 26 et 27 veulent maintenir les sous-marins d'attaque à un nombre d'au moins 48. On ne compte pas la situation qui se passe actuellement avec les sous-marins lanceurs de missiles balistiques. Et vous pouvez voir par vous-même qu'ils essaient de maintenir ces choses, mais ils ne peuvent pas. Et voilà les États-Unis en termes de capacité économique et de maintien. Le Royaume-Uni n'est même pas dans le même univers que les États-Unis, ni que la Russie d'ailleurs. Mais même avec les États-Unis, quand vous regardez comment ils arrivent à construire certains sous-marins, comment ils peuvent les entretenir, ben, c'est toute une autre histoire, et j'en ai parlé. Si vous regardez un rapport de CNN, vous verrez qu'il date d'il y a presque 3 ans, mais depuis lors, les choses ne vont pas mieux. Vous pouvez voir par vous-même que près de 40% des sous-marins d'attaque américains sont en réparation ou en attente de réparation, alors que les chantiers navals font face à des pénuries de main-d'œuvre, des problèmes de chaîne d'approvisionnement. C'était il y a 3 ans. Depuis lors, les choses ne se sont pas améliorées. Et c'est la manifestation du déclin général de la civilisation occidentale et de l'incapacité à maintenir ces marines à leur juste niveau de force. Et ça compte particulièrement quand vous regardez entièrement, par exemple, disons que, d'accord, il y a certaines tensions avec la Russie, on le sait. Les couloirs de Londres, Berlin et Paris se cachent derrière le dos de leur mandataire en Ukraine, qui est justement en train d'être démoli pendant qu'on parle. Donc, leurs forces navales sont lamentables vraiment. Et surtout, quand vous considérez les systèmes d'armes et ce que les Russes déploient réellement
Et quand vous regardez attentivement, est-ce que la Russie peut fondamentalement effacer le Royaume-Uni de la surface de la Terre? Absolument. Elle peut couler la Royal Navy en une seule fois, mais vous devez expliquer ça à des gens qui n'ont jamais eu affaire à un ennemi tellement plus avancé qu'eux, que la seule chose qu'il vous reste, c'est les relations publiques. Les États-Unis ont définitivement une bonne plateforme, le Virginia Class, j'en ai parlé à de nombreuses occasions, même malgré le fait de la falsification des tests d'acier, à partir duquel ils fabriquent les coques pour le Virginia Class, mais niveau armement, c'est pratiquement du matériel hérité qui n'est pas pour le 21e siècle. C'est le même vieux LRASM et le même vieux MK-48. Ils peuvent encore lancer des harpoons. Ça ne compte même pas face aux capacités de frappe de la marine russe, surtout la force sous-marine et surtout quelque chose comme le Yasen Class et ces sous-marins modifiés et modernisés de la classe Shchuka du projet 960 et 11. Bien sûr, ils ont été appelés pour une raison quelconque Akula, ce ne sont pas vraiment des Akula. Akula était en réalité le projet 941, connu dans le monde occidental sous le nom de sous-marin lanceur de missiles balistiques Typhoon, dont aucun n'est maintenant en service. Ils ont tous été retirés et les Russes discutent maintenant de ce qu'ils peuvent faire avec la coque restante du Dmitri Donskoy, parce qu'évidemment, vous voulez préserver cet accomplissement technologique remarquable. C'est un sous-marin très coûteux à maintenir, même quand il ne va nulle part. Donc, un musée devrait vraisemblablement être organisé par les Russes à cet égard. Donc, et quand vous regardez toute cette situation, vous arrivez même à ça qui rassemble tout. C'est tout simplement stupéfiant. Le voilà. The War Zone rapporte, oh mon Dieu, l'armée de l'air américaine se démène pour acheter le peu de MQ-9 Reaper qu'elle peut trouver après d'énormes pertes. Oui, il y a eu des pertes énormes. Des dizaines d'entre eux ont été abattus par les Iraniens. Et il parle du fait que l'armée de l'air américaine a besoin de récupérer des Reapers hors production pour remplacer les dizaines perdues dans les combats contre l'Iran et les Houthis. Et la question qui reste ici et qui est fondamentalement pertinente pour tout le désir des terroristes européens d'obtenir une sorte de répit, vous savez, d'avoir le temps qu'ils peuvent obtenir parce qu'ils pensent qu'ils peuvent renforcer des choses qu'ils ne peuvent pas. Mais d'accord, c'est mon opinion. Mais la question que beaucoup de gens se posent, même les gens qui n'ont pas nécessairement de formation militaire, pourquoi les États-Unis ont-ils arrêté de produire ce Reaper MQ-9 ? Je veux dire, c'est une plateforme correcte. Ce n'est définitivement pas aussi bon que ce qui était annoncé, comme c'est habituellement le cas avec le matériel de l'OTAN. Mais la question est, pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils avaient la nouvelle chose qui arrivait, qui est aussi mauvaise que celle-ci, mais vous savez, c'est une nouvelle chose. Tout ça, c'est pour les actionnaires, tout ça, c'est pour la capitalisation de la société. On a constamment besoin de produire, non pas de meilleurs systèmes d'armes, non, personne ne parle de meilleurs. Tout le monde parle des plus chers. Ils appellent ça plus sophistiqués, plus capables au combat. Et oui, il y a une tradition très célèbre, ce que les États-Unis adorent faire. Une fois qu'ils frappent une école ou un jardin d'enfants avec quelque chose comme le PRSM, par exemple, et ils disent « Oh oui, vous voyez ça, c'est éprouvé au combat ». Non, il n'y a pas d'équipement éprouvé au combat produit par les États-Unis au cours des 30 dernières années, parce que tout cela, ce sont des échecs avec une efficacité de combat lamentable face à des forces qui non seulement ripostent, mais prennent de meilleures décisions. Elles sont mieux formées et elles ont une puissance de feu dont les forces armées américaines ne peuvent que rêver. Mais oui, vous ne pouvez pas le reconnaître parce que vous devez admettre que vous n'êtes pas aussi bon. En fait, quand vous regardez attentivement ce qui se passe avec toutes ces armées européennes, elles sont lamentables, elles sont des farces. L'armée française est une farce et le Royaume-Uni n'a pas d'armée fonctionnelle. Vous ne pouvez pas mettre ensemble une seule brigade. La Bundeswehr, oh Seigneur, ne me lancez pas là-dessus. Donc vous les regardez, et oui, ils peuvent créer des visuels, ils peuvent créer ces destroyers avec tous ces missiles de défense aérienne
Aster 15 et 30, comment ces missiles ont-ils performé? Quelqu'un peut-il nous dire la vraie histoire quand les frégates FREMM qui lancent ces missiles sont en réalité pourchassées et éliminées parce qu'elles ne peuvent pas se défendre de la même façon que le PAC-3. C'est une réalité tactique et opérationnelle entièrement différente de la guerre moderne, et ils ne sont pas prêts. La seule chose qu'ils ont, comme vous pouvez le voir par vous-même avec le cas de la Royal Navy, accordant de magnifiques, vous savez, souvenirs et gloires historiques, aujourd'hui, la seule chose qu'ils ont, ce sont ces souvenirs lointains et cette arrogance. Ils pensent qu'ils sont tellement cool, ils ne le sont pas. Ils sont lamentables. Et il en va de même dans toute l'OTAN. Et voilà pourquoi ils ont désespérément besoin de ce répit. Ils sont désespérés pour ça, parce que comme toute personne désespérée, ils s'accrochent à la dernière paille. Non, l'Europe coule et elle va couler. Et les gens me demandent encore une fois, est-ce que vous avez de la joie et de la peur dans ce moment? Oh oui, concernant les militaires de l'OTAN, absolument. Ce sont des criminels de guerre. Ce ne sont pas de vraies armées. Ils sont bons seulement pour, encore une fois, tuer des civils dans la vraie guerre qu'ils n'ont jamais appris à mener, parce que si vous regardez attentivement qui dirige par exemple l'histoire militaire au Royaume-Uni, qui domine aujourd'hui ces fraudes académiques, comme par exemple Sir Anthony Beevor, qui est un imposteur et pas un vrai historien, toutes sortes de ces produits de toutes ces académies militaires et des Sandhurst. Voilà qui ils sont. Et ils ont décidé de faire face à une puissance qui a battu l'Europe jusqu'à ce qu'elle saigne encore et encore depuis des siècles. Maintenant, ils se sont vraiment lancés dans un nouveau Drang Nakosten. Ils ont créé la meilleure armée qu'ils pouvaient éventuellement déployer, qui étaient les forces armées ukrainiennes. Et puis soudainement, ils ont reconnu que, oh mon Dieu, on est dans un sacré pétrin, comme mon bon ami Garland Nixon dit. Eh bien, je suis désolé les gars, c'est ce que vous vouliez. Et en conclusion, juste pour vous dire ce qui se passe, et vous devez comprendre que c'est une triste histoire pour moi en tant que russo-américain, c'est, je ne sais pas, vous savez, et nous avons cet idiot, le bulletin sur la guerre en Ukraine. Un ministre suédois déclare que les hommes ukrainiens devraient être renvoyés de l'Union tonique pour combattre. Eh bien, regardez-le, et regardez la Suède. Bon, je ne vais pas vraiment discuter de ce qu'est la Suède et de ce qu'est son armée, mais oui, c'est absolument... ils ont perdu leur pays aussi, et mais voilà. En conclusion, c'est NBC, les gars. Voilà à quel niveau sont tombés les États-Unis, parce que le Pentagone a porté les menaces de l'espionnage israélien contre les États-Unis au niveau le plus élevé. Selon des sources, le niveau de menace au contre-renseignement a été élevé par l'agence de renseignement de défense ces dernières semaines, suite à des inquiétudes croissantes que l'espionnage israélien était devenu plus agressif qu'à l'habitude, selon des sources. Que dire? Compte tenu du fait que vous avez les sionistes de haut en bas à Washington DC, il n'y a manifestement personne pour s'y opposer et dire, vous savez, le pays est en danger, parce qu'il l'est. Et donc vous avez M. Trump qui est fondamentalement possédé par les sionistes. Vous avez M. Huckabee qui est un sioniste chrétien fanatique d'une secte mortifère, pour ainsi dire. Et pour lui, Israël est plus important que les États-Unis. Bien, c'est quelqu'un d'anormal, je veux dire par toute mesure. Et vous avez tous ces gens qui travaillent pour Israël. Maintenant, les gens disent que c'est un grand problème. Ce ne l'est pas. Les États-Unis et Israël ont été fondamentalement attachés l'un à l'autre, surtout en termes d'approvisionnement, depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies en réalité. Donc oui, Israël, les forces armées américaines deviennent les forces de défense israéliennes. Vivez avec. Voilà ce à quoi ça en est arrivé. Et il y aura des tas d'imbéciles qui continueront à voter pour tous ces sénateurs. Eh bien, la plupart d'entre eux sont contrôlés par Israël. Les États-Unis ne sont plus les États-Unis. Ce sont les États-Unis d'Israël. Et peu importe si la DIA parle de cet espionnage, que vont-ils faire? Qui vont-ils attraper? Qui vont-ils retenir? Qui vont-ils poursuivre au titre de la loi sur l'espionnage et mettre derrière les barreaux? Il ne se passera rien. Tous ces espions, même s'ils sont attrapés, seront relâchés vers Israël et les États-Unis lécheront la botte israélienne.
tout simplement. Voilà ce qu'on a aujourd'hui et voilà dans quel état les États-Unis résident actuellement. C'est une triste réalité pour moi. C'est une triste réalité de voir un pays qui était si beau et où il y avait vraiment beaucoup de choses à admirer. C'est terminé pour l'instant du moins, et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et comme toujours, ceux qui aiment ce que je fais, veuillez vous abonner à ma chaîne. Et ceux qui peuvent se le permettre, hein, veuillez me soutenir sur Patreon ou m'offrir un café ou deux. Ça me permettra de rester dans ce domaine. Donc que dire? Passez un bon reste de week-end et je vous reparle bientôt les gars. Au revoir. Voilà. Vous venez de voir le bilan complet d'Andrei Martianov pour ce 7 juin 2026. Et maintenant, permettez-moi de décomposer avec vous ce que nous venons d'entendre, parce que derrière les mots de Martianov, il y a une architecture géopolitique d'une profondeur que très peu de commentateurs francophones osent vraiment explorer. Premier grand axe, le chaudron de Konstantinovka, et ce que ça nous dit sur la nature de ce conflit. Martianov décrit le chaudron de Konstantinovka avec ses environs de 3000 soldats ukrainiens encerclés. Mais je veux que vous compreniez quelque chose que Martianov ne dit pas explicitement, mais qui est fondamental. Ce que nous voyons à Konstantinovka, ce n'est pas simplement une victoire tactique. C'est la confirmation d'une thèse que les analystes sérieux défendent depuis 2022. À savoir que l'Ukraine est en train de perdre, non pas parce qu'elle manque de courage ou de volonté, mais parce que la structure industrielle et démographique derrière, elle s'est effondrée. Rappelons les faits. De violents combats se poursuivent à Konstantinovka avec d'intenses tirs d'artillerie, d'avions et de drones, et les troupes russes pénètrent dans de nouveaux secteurs de la ville en déployant une stratégie méthodique. La stratégie russe ici est celle qui a déjà été utilisée à Bakhmout, à Avdivka, à Mariupol. Ce n'est pas une improvisation. C'est une doctrine rodée. Encerclement, proposition de capitulation, puis élimination méthodique des refus. Et chaque fois que le narratif occidental disait « les Russes sont épuisés, les Russes ne peuvent pas tenir ce rythme », la réalité sur le terrain démentait ces prédictions. Comparons avec l'histoire. En 1943, à Stalingrad, ce furent les Allemands qui se retrouvèrent dans un chaudron similaire avec la 6e armée de von Paulus encerclée. La différence fondamentale est que l'Allemagne avait à ce moment-là les moyens industriels et humains pour tenter une percée. L'Ukraine de 2026 ne les a plus et Poutine a clairement dit qu'il ne voyait aucun intérêt à une rencontre avec Zelensky, ce qui signifie que Moscou lit très bien la carte de la force relative et n'a absolument aucune raison de négocier depuis une position de force croissante. Je veux aussi m'arrêter sur quelque chose que Martianov mentionne et qui mérite développement. Les pertes ukrainiennes quotidiennes autour de 1275 à multiplier par 2 pour obtenir le vrai chiffre, ce qui signifie que l'armée ukrainienne perd autour de 2500 hommes par jour, morts ou hors de combat. Permettez-moi de vous donner une comparaison historique qui va vous glacer le sang. Durant la bataille de Verdun, en 1916, une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, la France perdait en moyenne environ 700 hommes par jour sur toute la durée de la bataille. L'Ukraine perd 3 fois plus par jour, et ce depuis maintenant plus de 2 ans. Aucun pays de 40 millions d'habitants ne peut absorber ce niveau de perte indéfiniment. C'est une réalité démographique, pas une opinion. Deuxième grand axe, le système SWAD et la supériorité technologique russe. Martianov passe un temps considérable à expliquer le système SWAD, ce système de gestion de combat entièrement net-centrique, que les Russes ont maintenant déployé à grande échelle. Et ici, je veux vous donner quelque chose que Martianov n'a pas le temps de développer dans sa vidéo. Ce que les Russes ont réalisé avec SWAD, c'est ce que la doctrine militaire américaine appelait depuis les années 1990 la RMA, la Revolution in Military Affairs, ce qui signifie la révolution dans les affaires militaires. L'idée était simple, celui qui intègre le mieux les données de capteurs multiples, qui fusionne l'information de l'espace, de l'air, du sol et de la mer en temps réel, et qui peut traduire cette information en décisions tactiques instantanées, celui-là gagne les guerres
du XX et XIe siècle. Les États-Unis pensaient qu'ils étaient les seuls à maîtriser cette doctrine. La RAND Corporation écrivait des rapports entiers sur la supériorité américaine en matière de 4ISR, ce qui signifie commandement, contrôle, communication, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance. La guerre en Ukraine a démontré que les Russes avaient développé leur propre version et qu'elle fonctionne. 40 brigades russes ont maintenant l'expérience de SWAD en conditions de combat réel. Aucune armée de l'OTAN ne peut revendiquer quelque chose de comparable avec une expérience de combat réelle à cette échelle. Cela me rappelle un autre moment historique clé. En 1973, lors de la guerre du Kippour, l'Égypte a surpris Israël, non pas parce qu'elle avait plus d'hommes ou plus d'armes, mais parce qu'elle avait intégré des systèmes de missiles solaires soviétiques d'une manière que les Israéliens n'avaient pas anticipée. La supériorité technologique ponctuelle, bien intégrée doctrinalement, renverse les rapports de force. C'est exactement ce que SWAD représente aujourd'hui. Troisième grand axe, la débâcle navale occidentale et ce qu'elle signifie stratégiquement. Martianov consacre une longue partie de sa vidéo à la marine britannique et américaine, et je veux vous donner le contexte géopolitique plus large, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le HMS Prince of Wales, porte-avions de 3,5 milliards de livres sterling, tombé en panne, encore une fois, la flotte entière de sous-marins d'attaque britanniques hors service. Selon les données officielles ukrainiennes, la Russie a lancé plus de 54 500 drones de type Shahed contre l'Ukraine en 2025, dont 32 200 drones de frappe, ce qui signifie que la Russie produit ces systèmes à une cadence industrielle que l'Occident ne peut tout simplement pas égaler. Mais venons-en à l'essentiel. Martianov parle des pertes de drones MQ-9 Reaper face à l'Iran. Et là, permettez-moi de vous donner un chiffre qui résume tout. L'assistance américaine à l'Ukraine ayant été suspendue, et le conflit avec l'Iran ayant commencé le 28 mars 2026 avec les frappes coordonnées américano-israéliennes, la guerre sur deux fronts a mis en évidence les limites réelles de la puissance américaine. Les États-Unis, qui se réclamaient d'une capacité de puissance sur deux théâtres simultanés depuis la doctrine militaire Reagan, sont incapables aujourd'hui de gérer correctement même un seul théâtre. Le MQ-9 Reaper, vanté depuis 2000 comme l'arme révolutionnaire de la guerre asymétrique, est abattu en série par les Iraniens avec des systèmes anti-aériens que Washington qualifiait de primitifs il y a encore 5 ans. Rappelez-vous ce qu'on disait de la défense aérienne iranienne. Rappelez-vous comment les experts des chaînes grand public décrivaient l'Iran comme un État incapable de tenir tête à la superpuissance américaine. La riposte iranienne a ciblé les bases militaires américaines dans tout le golfe Persique, notamment la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, celle d'Ali al-Salem au Koweït et la base d'Al-Dafra aux Émirats arabes unis, frappant directement le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn. Ce n'est plus de la théorie, c'est la réalité des dernières 48 heures. Et ici, je veux vous donner un ancrage historique fondamental. En 2003, quand les États-Unis ont envahi l'Irak, ils ont promis que ce serait une guerre de 6 semaines. En 2021, ils se sont retirés d'Afghanistan après 20 ans, laissant les talibans reprendre le pouvoir en 48 heures. En 2020 les Reapers tombent en Iran. Le pattern est cohérent et Martianov a raison de le souligner. La puissance militaire américaine est une puissance de relations publiques efficace contre des adversaires asymétriques désarmés, mais structurellement fragile face à des États qui ont investi dans de vraies capacités de défense. Quatrième grand axe, le désespoir européen et la demande de répit. Martianov aborde quelque chose de très important avec cette demande de répit des Européens. Zelensky a rencontré à Londres les dirigeants français, britanniques et allemands, et ils ont soutenu sa proposition d'un dialogue direct entre l'Ukraine et la Russie. Comprenez ce que ça signifie. Il y a 2 ans, ces mêmes dirigeants disaient qu'il ne pouvait y avoir de négociations tant que la Russie n'aurait pas été défaite. Aujourd'hui, ils soutiennent un dialogue direct
C'est pas une évolution, c'est une capitulation rhétorique. Mais Martianov fait une observation cruciale que je veux amplifier. Même si ce répit était accordé, l'Europe ne pourrait pas reconstruire sa capacité militaire. Et j'ajouterais, il ne s'agit pas seulement d'industrie. C'est une question de doctrine, de formation, d'expérience de combat. Vous pouvez acheter des chars Léopard, des missiles Scalp ou des Front 5, mais vous ne pouvez pas acheter 20 ans d'expérience de combat en haute intensité. Les Russes ont cette expérience, l'OTAN ne l'a pas. Regardons l'histoire une fois de plus. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a été désarmée par le traité de Versailles. Quand Hitler a commencé le réarmement dans les années 1930, la France et le Royaume-Uni ont eu 10 ans pour se préparer. Ils n'ont pas utilisé ce temps efficacement et le résultat fut le désastre de 1940. Aujourd'hui, l'Europe n'a même pas 10 ans et elle n'a plus les bases industrielles ni les traditions militaires pour rattraper une puissance qui n'a jamais cessé d'investir dans ses capacités. Cinquième grand axe, Israël, Washington et la question de la souveraineté américaine. La partie finale de Martianov sur l'espionnage israélien mérite qu'on s'y arrête. La DIA, l'agence de renseignement de défense américaine, a élevé la menace de l'espionnage israélien au niveau le plus haut. Dans la politique étrangère américaine, c'est une bombe parce que cela confirme ce que beaucoup d'analystes de la politique étrangère, de John Mearsheimer à Stephen Walt, dans leur livre The Israel Lobby de 2007, documentent depuis des décennies la relation spéciale entre Washington et Tel Aviv n'est pas une alliance d'égaux. C'est une relation où une puissance régionale est capable de pénétrer les plus hauts niveaux des services de renseignement américains. Mearsheimer et Walt avaient été vilipendés à la parution de leur livre, accusés d'antisémitisme pour avoir simplement analysé le lobby pro-israélien comme tout autre groupe de pression. 19 ans plus tard, la DIA confirme leurs conclusions de manière opérationnelle. Et cela a des implications directes pour nous, pour le monde multipolaire. Parce que une puissance hégémonique qui ne contrôle plus pleinement ses propres processus décisionnels, qui voit ses services de renseignement pénétrés par l'un de ses alliés, et qui doit racheter sur le marché d'occasion des drones abattus par l'Iran, cette puissance n'est plus en mesure d'exercer une hégémonie cohérente. Et c'est précisément la fenêtre dans laquelle le monde multipolaire s'engouffre. Sixième grand axe, qu'est-ce que tout ça signifie pour la multipolarité ? Je veux conclure sur une synthèse que je pense essentielle. Ce que Martianov décrit dans cette vidéo, que ce soit la percée à Konstantinovka, le système SWAD, les sous-marins britanniques au fond des cales, les Reapers abattus par l'Iran ou le désespoir des négociateurs européens. Tout cela s'inscrit dans un mouvement historique de longue durée que les historiens du futur appelleront vraisemblablement la Grande Recomposition. Depuis 1990, l'ordre unipolaire américain reposait sur 3 piliers. La supériorité militaire conventionnelle, la domination financière à travers le dollar et le contrôle des normes et des institutions internationales. Ces 3 piliers sont fissurés simultanément. Militairement, l'Iran défie les États-Unis depuis le Golfe Persique. Financièrement, les BRICS accumulent les mécanismes alternatifs de règlement en monnaie locale. Et institutionnellement, les votes à l'ONU montrent une majorité globale du Sud qui refuse d'aligner ses positions sur Washington. Ce que la Russie fait en Ukraine et ce que l'Iran fait dans le Golfe n'est pas seulement de la résistance défensive, c'est la démonstration par les faits, dans le sang et le fer, que l'ère de l'incontestabilité américaine est terminée. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que les cartes de Martianov montrent chaque dimanche. Et je vais terminer par une note personnelle. Certains d'entre vous me demandent parfois pourquoi Monde multipolaire présente ses analyses avec cette perspective. La réponse est simple. Nous vivons dans une époque où le narratif dominant, celui des grands médias, est uniforme et unidirectionnel. Notre rôle n'est pas de vous dire quoi penser. C'est de vous donner les faits, les références historiques et les analyses alternatives que vous ne trouverez pas sur les chaînes de télévision classiques. C'est ça, la valeur ajoutée de Monde multipolaire.
Et c'est pour ça que votre présence ici compte. Donc, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous avez appris un seul fait nouveau, une seule perspective que vous n'aviez pas, alors faites-nous la faveur de la partager. Partagez-la avec des amis, des membres de votre famille, des collègues qui s'intéressent à la géopolitique. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune analyse. Et si vous avez des questions sur ce que Martianov a dit, si certains points vous ont semblé obscurs ou si vous voulez qu'on approfondisse un aspect particulier dans une prochaine vidéo, dites-le dans les commentaires. Nous lisons tout. La semaine prochaine, on reviendra sur la situation en Iran parce que les gardiens de la révolution ont annoncé avoir attaqué des bases ennemies dans la région en représailles aux frappes américaines sur des installations de radar, et cette escalade est loin d'être terminée. Il y a des développements majeurs à décortiquer. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé Monde Multipolaire. Prenez soin de vous et à très bientôt.